Je me suis réveillée d'un coup. Il était minuit. Je ne l'avais pas entendu rentrer. Je suis allée voir dans sa chambre. Elle n'y était pas. J'ai tout de suite ressenti comme un malaise. Je me suis dit, c'est bizarre, elle ne m'a pas appelée. Elle m'appelait toujours ou m'envoyait des messages. Je ne me suis pas recouchée et j'ai mis les infos. Sorti de la voiture, les mains en l'air. Ça parlait d'un homicide. Il lui a tiré dessus. Il disait que la jeune femme touchée avait été conduite à l'hôpital. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas être ça. Tout va bien. Ça va aller. Mais non. Julian Soller est de sortie. Au volant de sa précieuse Mustang blanche, il part fêter ses 23 ans. On s'était parlé juste avant. Il m'avait dit qu'il comptait sortir avec ses amis le soir même pour fêter son anniversaire. Son amie Kenya Duran est également de la partie. Dès qu'elle est née, elle a été mon rayon de soleil. Elle avait un sourire extrêmement communicatif. Kenya est maman d'un petit garçon de 6 ans. C'était une excellente mère. Elle était très jeune pourtant. Elle l'avait eu à 18 ans. Mais elle me disait, je l'ai eu et je l'assume. Je l'aime et je m'occuperai de lui toute ma vie. Amuse-toi bien. Et n'oublie pas de m'appeler. Promis, à plus tard. Ciao. Julian et Kenya sont deux passionnés de voitures. Il était féru d'automobiles depuis qu'il était petit. Il les aimait toutes, mais il avait un faible pour les voitures de course, bien sûr. Ils étaient tous les deux passionnés de Mustang, et c'est ce qui les avait rapprochés. Julian travaille aussi pour une entreprise de mise en fourrière. Il travaillait en soutien du conducteur de la dépanneuse pour veiller à ce que les saisies se déroulent sans accroc et que personne ne s'en prenne à lui. On lui disait « Fais attention, vous allez parfois dans des quartiers qui craignent. » Et il répondait « Personne ne me cherchera des noises, je suis trop costaud. » D'accord, mais il y en a qui n'apprécient vraiment pas qu'on leur prenne leur voiture. Julian et Kenya retrouvent des amis à un rassemblement de voitures. Coucou. Ça va? Tu es là, toi? Ça va? Joyeux anniversaire. Ça va super. Dans ces soirées-là, ils parlaient évidemment voiture. Chacun exposait son bolide, ils montraient ce qu'ils avaient bricolé dessus et les comparaient. Un petit sourire? Super. Ils ont pris leur voiture en photo pour leur club. Et puis aussi dans l'optique, pourquoi pas, de les faire publier dans un magazine. C'était un moment à eux, entre jeunes. Quand on est parent, forcément, on s'inquiète toujours un peu quand nos enfants sortent. On n'est pas trop tranquille. Mais jusque-là, il n'y avait jamais eu le moindre souci, aucun problème.
Police secours du comté de Miami-Dade, où se situe votre urgence? Je viens d'assister à une fusillade. Oh là là! À quelle adresse? À la station-service mobile. C'est à la station-service mobile. Quelqu'un est touché? Il y a des gens par terre. Il y a des gens par terre. Le type qui était dans la Mustang blanche, il est allongé par terre. Il y a quelqu'un d'autre, c'est un noir qui a tiré. Très bien, les secours sont en chemin. D'accord, merci madame. Dès qu'il y a des coups de feu, on reçoit beaucoup de signalements. Quel est le problème? Ils lui ont tiré dessus. J'ai tout vu. Calmez-vous, on arrive. C'est une habitation ou un commerce? Une station-service. Quelle enseigne? Mobile. Ils sont déjà en route. Mon supérieur m'a appelé pour me dire d'aller sur place. Je connais bien cette station. Je me suis lancé dans des raisonnements. J'ai essayé de m'imaginer la scène, de penser à tout. J'ai passé en revue différentes explications plausibles. Ça aide à comprendre et à rester calme. Je suis arrivé à la station-service, je suis descendu de voiture et j'ai pris une grande inspiration. Je me suis approché et j'ai vu un corps inanimé. J'ai également repéré son véhicule. La jeune femme blessée était encore en vie. Elle parlait aux secouristes. Elle était touchée. Elle portait des blessures par balle au niveau du flanc. Mais elle pouvait nous fournir une description des suspects. J'ai appris auprès des collègues que les deux victimes avaient été identifiées. La première, Julianne, grâce à son permis de conduire, et la deuxième, Kenya, également. Kenya est conduite à l'hôpital et Joseph Zellner entame l'inspection des lieux. Je me suis approché de Julian. Je l'ai bien regardé et j'ai remarqué plusieurs impacts de balles sur lui. J'ai aussi noté la présence d'autres preuves matérielles répandues autour de lui, comme des douilles. Pourquoi avait-il fait l'objet d'un tel acharnement? Pour quel motif? Les enquêteurs interrogent le caissier de la station-service. Il était à l'intérieur au moment des faits, et c'est le bruit de la fusillade qui a attiré son regard à l'extérieur. C'est là qu'il a aperçu un SUV filer vers la sortie nord du parking. Il n'était pas en mesure d'identifier qui que ce soit. Il nous a même dit qu'il ne saurait pas reconnaître le ou les auteurs sur photo. Pendant l'enquête de voisinage, surtout quand on est en charge des opérations, on essaie de repérer les caméras de surveillance. Les caméras extérieures sont orientées vers le parking principal de la station. C'est la première question qu'on se pose. Est-ce qu'elle fonctionne? Vous pouvez caler l'image aux alentours de minuit et demi? Qu'est-ce qui s'était passé? Je voulais le voir en direct. Les caméras étaient opportunément positionnées sur la pompe qui nous intéressait. Voici notre Mustang. La victime s'est présentée à la pompe pour faire le plein, comme il le fait habituellement. J'ai vu un véhicule de type SUV en provenance de la 57e avenue s'engager dans la station-service à très vive allure. Un peu comme si le conducteur n'avait d'abord pas eu l'intention de s'arrêter, puis avait repéré quelque chose d'intéressant. Ensuite, la voiture s'est immobilisée brutalement. 3 individus en sont descendus très vite avant de s'approcher des victimes.
L'un d'eux, le plus petit, a abordé le conducteur, tandis que les deux autres se sont dirigés vers la passagère. Ça avait l'air très bien organisé. Il m'a semblé que chacun savait où il devait se poster et qui il devait prendre en charge. J'ai trouvé ça savamment orchestré. En ma qualité d'inspecteur de la brigade criminelle, assister à la mise à mort d'une personne, c'est bien sûr éminemment déterminant, mais c'est aussi l'une des choses les plus pénibles. J'ai vu le suspect invectiver le jeune homme et la suite nous en a apporté confirmation, lui tirer dessus à plusieurs reprises. À aucun moment je n'ai vu les victimes se rebiffer, ce qui aurait pu expliquer cette réplique armée. J'en ai déduit que quelque chose avait aiguillonné le plus petit des trois agresseurs pour qu'il en veuille à la vie de Julian. Kenya était de l'autre côté de la voiture, côté passager, et elle s'est fait tirer dessus, un peu par réaction. Peut-être ne voulait-il laisser aucun témoin. L'inspecteur Zellner tente d'identifier le véhicule des suspects. Basculez sur l'autre caméra. Stop. Je cherchais le modèle de la voiture. On voit rien. Malheureusement, on ne voyait pas la plaque. La qualité de l'image laissait à désirer. Ce n'était pas net. L'inspecteur Zellner repasse les images en boucle. Rebasculez sur la première caméra. Remontez au moment où les suspects sortent. Voilà, arrêtez. Allez-y. Stop. Zoomez. J'ai remarqué que le plus petit des trois agresseurs avait attrapé la poignée de la portière de la victime. C'était le meilleur indice que j'avais jusque-là, carrément marqué sur la voiture. Ils ont immédiatement isolé la portière et relevé les empreintes afin de pouvoir les comparer ultérieurement. J'étais toujours sur place. Zellner, quand on m'a dit, elle n'a pas tenu, que Kenya avait succombé à ses blessures. D'accord, merci. C'était une terrible nouvelle. Sur un plan humain, quand on apprend qu'un autre être humain s'est fait ôter la vie, on n'en sort jamais indemne. Le seul témoin que nous avions dans cette affaire venait de décéder. Et on ne pouvait plus compter dessus pour orienter l'enquête. Les deux victimes n'étaient plus de ce monde. Et je me suis mis d'autant plus en devoir de résoudre cette affaire. Il fallait que j'y arrive. Je me suis réveillée d'un coup. Il était minuit. Je ne l'avais pas entendu rentrer. Je suis allée voir dans sa chambre. Elle n'y était pas. J'ai tout de suite ressenti comme un malaise.
Je me suis dit, c'est bizarre, elle ne m'a pas appelé. Elle m'appelait toujours ou m'envoyait des messages. Sans nouvelles de sa fille, Jackie regarde les informations. Sorti de la voiture, les mains en l'air, et pourtant, il lui a tiré dessus. Pour la police, il s'agit d'un coup de folie. La première chose que j'ai vue à la télé, c'était la voiture de Julian, sa Mustang. Ça parlait d'un homicide à la station-service. Il disait que la jeune femme touchée avait été conduite à l'hôpital. Allô, oui? J'ai appelé l'hôpital, mais ils n'ont pas voulu me donner d'informations. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas être ça. Tout va bien. Ça va aller. Mais non, c'était horrible. Rongé par l'inquiétude, Jackie se rend à la station-service. J'ai dit à mon fils, il faut que j'aille à la station-service. J'y vais. Alors on y est allés ensemble. En arrivant là-bas, ça grouillait évidemment de policiers. Et il y avait les fameuses bandes jaunes que j'avais vues à la télé. Je suis passée sur le côté et j'ai vu 2 agents de police. L'inspecteur Zellner s'est présenté et il m'a dit « Madame ?» Je lui ai dit qui j'étais et pourquoi j'étais là. Il m'a répondu « Je suis navré, madame. C'était bien votre fille. » J'ai ajouté qu'elle avait été emmenée à l'hôpital et il m'a dit « Elle n'a pas survécu. » Alors, du coup, il m'a dit qu'ils avaient essayé de me joindre. Mais je ne sais pas pourquoi, quand il a vu mon permis de conduire, il m'a dit qu'ils avaient mon ancienne adresse enregistrée. C'était comme si on m'avait arraché le cœur. Je répétais « non, non ». Et ensuite, j'ai demandé pourquoi. Pourquoi ils avaient été pris pour cible. Pourquoi? À ce moment-là, ils n'avaient pas tellement d'éléments de réponse. Ils essayaient aussi de reconstituer le puzzle. Il m'a dit « Vous devez nous faire confiance et tenir le coup. On va tout mettre en œuvre pour élucider ce drame. » C'était tellement injuste et tellement horrible que 2 jeunes gens ne puissent pas simplement sortir s'amuser et rentrer chez eux sains et saufs. Je dormais. Il devait être 5 heures du matin. Et ce n'est jamais bon quand on vient frapper chez vous à cette heure-ci. Bonjour, madame. Je suis l'inspecteur Zellner. Et voici l'inspecteur Wagerman. On peut entrer? Merci. Ce qu'on redoute le plus, et qui nous est le plus pénible dans le métier, c'est de devoir aller chez les gens au beau milieu de la nuit et de les tirer du lit pour leur annoncer que leur proche ne reviendra pas. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Il s'est fait tirer dessus ?» J'avais l'impression qu'on m'avait mise KO, qu'on m'avait asséné un coup de poing dans le ventre et que j'étais KO. C'est la pire chose qui puisse arriver à un parent, de perdre son enfant. Dans ces cas-là, le cerveau se met sur off. Il n'arrive pas à enregistrer que notre enfant est parti. Il m'a fallu du temps pour comprendre. L'inspecteur Zellner reçoit une nouvelle information. On nous a signalé un véhicule en proie aux flammes. Quand j'ai su où il avait été repéré, ça a tout de suite fait tilt chez moi. Il s'agissait d'un SUV totalement carbonisé qui correspondait à la description du véhicule qui avait été vu quittant les lieux du crime. La voiture a été trouvée en train de brûler aux abords de Miami Gardens. Évidemment, on se doute qu'elle a été incendiée pour effacer toutes les empreintes et toute trace éventuelle d'ADN. S'il y avait quelque élément que ce soit récupéré sur la voiture,
Il était à l'évidence détruit. Le feu avait notamment endommagé les chiffres de la plaque d'immatriculation qui étaient illisibles. On a réussi à retrouver le numéro VIN de la voiture, le numéro d'identification du véhicule. On l'a rentré dans nos fichiers et on a découvert qu'il s'agissait d'un SUV vert de marque japonaise qui avait été déclaré volé. L'inspecteur Zellner se rend chez le propriétaire de la voiture. Il s'était absenté et c'est pendant cette période que sa voiture lui avait été volée. Il avait d'ailleurs des preuves, des images de vidéosurveillance susceptibles de faire avancer notre enquête. Allez-y, mettez play. Dès qu'on nous dit que des faits ont été possiblement enregistrés en vidéo, on retient notre souffle, en espérant y voir un visage capable de nous donner une identité. Sur les images, on voit des individus s'approcher du véhicule, le forcer, s'installer à l'intérieur et quitter l'allée de la victime. On les voit reculer sur la chaussée et quitter les lieux. Zut! Malheureusement, la caméra étant positionnée au-dessus d'un spot, toute l'image est irradiée de lumière et ça nuit à sa résolution. On n'y voit aucun élément indiscutable qui nous permette d'établir avec certitude qui a volé la voiture. On ne distingue aucun visage, il n'y a aucun gros plan. Pour retrouver les suspects, les enquêteurs s'intéressent alors aux victimes. Dans toute enquête, et a fortiori dans une enquête pour meurtre, on se penche sur le passé et les activités des victimes. On se demande si elles ont pris part à une éventuelle entreprise criminelle, si elles ont déjà fait l'objet d'une arrestation ou si elles ont commis des crimes. En l'occurrence, je n'ai trouvé aucun élément suggérant que l'une ou l'autre des victimes avait déjà été impliquée dans quelque activité criminelle que ce soit. Dans les cas d'homicide commis avec un certain acharnement, comme ici au vu du nombre de coups de feu, on pense à quelque chose de personnel. En général, c'est signe que l'agresseur connaissait la victime. Quand on a compris que Kenya et Julian n'avaient pas fait l'objet d'une vengeance, ça nous a compliqué la tâche, parce qu'on n'avait aucune piste. Les services de police de Miami Gardens enquêtent actuellement sur le double meurtre de Julian Soler et Kenya Duran. Janine et Jackie en appellent à leurs concitoyens pour obtenir la moindre information sur les tireurs. Ce n'était vraiment pas facile pour moi d'évoquer mon drame devant tous ces inconnus. Mais il fallait le faire pour que les choses avancent. J'étais encore sous le choc de ce qui venait de se passer. 2 personnes innocentes venaient de se faire tuer. Les enquêteurs découvrent que la nuit des meurtres de Julian et Kenya, Police Secours a reçu un autre appel de détresse. Dites-moi ce qui s'est passé. Je sortais de la banque quand 3 types ont sauté dans ma voiture avec un Uzi et 2 Glock. Ils ont pris mon arme. Ils m'ont tout pris. Ils m'ont pris mon sac. Vous vous appelez? Mario Rivas. Ils étaient noirs ou blancs? 3 Afro-Américains. Les secours arrivent. D'accord, merci.
Une voiture avait été volée avec violence moins de 20 minutes avant les meurtres de la station-service. La victime, Mario Rivas, est entendu en tant que témoin. Avec vos mots, je voudrais que vous me décriviez ce qui s'est passé, où vous étiez et ce qui est arrivé. Depuis le début? D'accord. On est sortis, c'était mercredi vers 20h. Ils étaient allés au casino, ils avaient eu la main heureuse et étaient allés déposer leurs gains à la banque. Ils roulaient dans une voiture haut de gamme d'une marque de luxe. Le SUV vert est venu se poster juste devant eux, leur bloquant la sortie. Ils ne pouvaient pas partir. Ils étaient piégés et n'avaient aucune issue. Il a frappé à la vitre en me demandant de la baisser. Ensuite, ils sont passés du côté conducteur et ils m'ont dit « Sors de ta bagnole ». Il y en a un qui a essayé d'entrer dans la voiture. Monsieur Rivas s'est fait voler, mais son épouse a été menacée d'une arme et sortie de force du véhicule, puis jetée au sol. Les agresseurs fuient les lieux à bord du véhicule des Rivas, suivis de près par le SUV volé antérieurement. À ce stade, je n'avais plus le moindre doute. C'était bien dans ce véhicule qu'ils avaient par la suite attaqué Julian et Kenya. 3 jours plus tard, l'inspecteur Zellner reçoit un nouvel élément de la part d'un collègue. Inspecteur Zellner, un de mes collègues a pris contact avec moi. Apparemment, des coups de feu ont été tirés par un groupe d'individus dans un quartier résidentiel quelques semaines avant les meurtres. Les faits se seraient déroulés non loin de l'endroit où a été retrouvé le SUV vert carbonisé. Quand les policiers sont arrivés sur place, les individus ont pris la fuite, mais ils ont été retrouvés, ainsi qu'une arme à feu. Les forces de l'ordre interpellent Eric Ellington, 15 ans, Wayne Williams, 18 ans, et Dylan McFarlane, 16 ans. Ils seront relâchés dans la journée. Je tenais peut-être la piste que j'espérais tant. Ces 3 jeunes gens étaient peut-être liés au double meurtre sur lequel j'enquêtais. Inspecteur Zellner, on m'a prévenu que Dylan McFarlane allait être conduit au poste de Miami Gardens pour une autre affaire, un cambriolage. Bien, merci. J'avais là l'occasion d'en apprendre plus sur un homme que je soupçonnais de double meurtre, de braquage à main armée, d'incendie volontaire et de vol. Vous étiez où le soir du 25 juillet? Il avait un alibi. Il m'a dit qu'il était chez lui et qu'il jouait à la console. Il n'était pas sorti du tout, il était resté chez lui et il ne voyait pas du tout de quoi je lui parlais. Vous connaissez Eric Ellington ou Wayne Williams? Non. Sans sourciller, il m'a affirmé qu'il ne connaissait pas ces 2 personnes. Je savais que c'était faux, parce que j'avais un collègue dans un autre service qui avait un dossier épais comme ça sur lui. Dossier qui le situait sur les lieux d'une fusillade avec ses 2 comparses, avant qu'il fuit les policiers. On aurait dit que je lui parlais en javanais. L'inspecteur Zellner convoque également Wayne Williams au poste de police. Nous souhaitions l'interroger dans le cadre de l'homicide et du braquage des Rivas. Je voulais qu'ils se croisent, je voulais qu'ils sachent qu'on les interrogeait tous les 2, dans des pièces séparées, dans un premier temps, mais je voulais qu'ils sachent que je les tenais tous les 2. C'est une astuce qu'on utilise souvent à la criminelle. Je voulais voir leur réaction quand ils s'apercevraient. Ils ont fait semblant de ne pas se connaître, sauf que l'inspecteur Zellner savait que c'était faux.
Dans leur regard, j'ai vu pitié, ne dis rien, j'espère que tu ne vas rien dire. Joseph Zellner s'entretient ensuite avec Wayne Williams. Est-ce que par hasard vous connaissez Dylan McFarlane ou Eric Ellington? Non, pas du tout. Vous étiez où le soir du 25 juillet? Ils n'ont pas démordu de leur pseudo-alibi. Ils n'étaient pas à proximité des lieux des meurtres ou du braquage. L'un des deux jouait à la console et l'autre était tout simplement chez lui. Les deux suspects niant se connaître, l'inspecteur Zellner recherche une autre preuve de leur accointance. Après l'interrogatoire, j'ai consulté son téléphone et dans son répertoire, j'ai trouvé la preuve qu'il connaissait Wayne Williams. Il avait ses coordonnées. La preuve irréfutable au vu et au su de tout le monde. Il suffisait de faire dérouler le numéro sous le nom. Il était là. J'avais la preuve qu'ils m'avaient menti et qu'ils avaient inventé toutes leurs déclarations pendant l'interrogatoire. Sachant cela, au moment de les réinterroger, je savais aussi que c'était ma dernière chance de leur soutirer des aveux, sans quoi je serais contraint de les relâcher. La police présente alors à Mario Rivas les photos des suspects potentiels afin de savoir si ce sont bien eux qui lui ont volé sa voiture. Vous me désignez donc la photo numéro 6. Oui. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, c'est tout. D'accord. Monsieur Rivas a réussi à identifier 2 personnes sur photo. L'une des 2 était bien Wayne Williams et l'autre un individu sans rapport avec l'affaire, choisi au hasard pour le tapissage. Jackie et Janine attendent des nouvelles de l'affaire. Je voulais tellement qu'on les arrête. Toujours rien? D'accord, merci, inspecteur. Je n'aurais pas pu continuer à vivre, sachant que ces meurtriers resteraient impunis. Les meurtriers de nos enfants. J'étais en plein conflit intérieur. Une partie de moi commençait à assimiler le fait que mon fils n'était plus là et l'autre continuait à dire non, ce n'est pas vrai. Il va franchir la porte et tout va reprendre comme avant. Inspecteur Zellner, le laboratoire m'a transmis les résultats de l'analyse des traces relevées sur la poignée de portière de la Mustang blanche de Julian Soler. Sans le moindre doute, il s'agissait des empreintes digitales d'Eric Ellington. Et le carjacking? L'empreinte de main laissée sur la vitre passager de la voiture des Rivas correspondait également à celle d'Eric Ellington. Bien, merci. Eric Ellington est convoqué pour interrogatoire. Il n'a que 15 ans. Quand on interroge un très jeune individu, il faut éviter d'être trop agressif parce qu'on est l'adulte et qui plus est, un représentant de l'ordre. Il faut donc arriver à le mettre relativement à l'aise pour parvenir à le faire parler. Il faut que tu dises la vérité, Eric. C'est tout. Le dimanche, si je te parle d'un SUV vert, Je vous ai dit, je vois pas. tu ne me mens pas? Et si je te parle de la station-service de la 57e avenue? Quelle station-service? La station mobile. Ça me dit rien. Eric avait un alibi. Il a raconté qu'il était chez lui et qu'il jouait à des jeux vidéo sur son ordinateur. Rien de spécial. Il ne voyait pas de quoi je lui parlais. Il ne savait rien du double meurtre. Il ne savait rien à propos des faits, il ne savait rien. Parle-moi de la Mustang blanche. Je sais rien du tout. L'inspecteur Zellner va donc augmenter la pression. Explique-moi pourquoi on a retrouvé tes empreintes dessus. Ça me dit rien du tout. Je n'invente pas, tu sais.
Il était incapable de m'expliquer comment ces empreintes s'étaient retrouvées sur 2 véhicules, sur 2 scènes de crimes distinctes, à 2 endroits différents. Ta mère est là. Je vais aller lui parler. Je veux pas qu'elle vienne. Pourquoi? J'ai plus rien à vous dire. Je veux sortir. Tout de suite. Devant le manque de coopération d'Eric, l'inspecteur Zellner décide de faire intervenir sa mère. Madame Ellington est arrivée au poste et elle a demandé à assister à l'interrogatoire de son fils. Elle en avait le droit. Elle ignorait tout et elle s'apprêtait à découvrir pourquoi son fils était là. Dans quel pétrin tu t'es mis? Elle était en état de choc. Oh là là, mon chéri. Je suis pas contente. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est le moins qu'on puisse dire. Elle était dans tous ses états. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle était très secouée. On a alors décidé de faire sortir la mère pour lui montrer les images de vidéosurveillance de la station-service. Eric est devenu très nerveux à cette idée. Il ne voulait pas que sa mère découvre les images et surtout ce qu'il était capable de faire. Vous reconnaissez quelqu'un sur ces images? Mon fils. Elle a immédiatement identifié son fils et elle a laissé échapper un petit cri. Elle n'avait plus de doute. Elle était en train de le regarder commettre un meurtre. C'était terrible. J'ai eu de la peine pour elle. Vraiment. L'inspecteur Zellner tente une dernière fois de recueillir les aveux d'Eric. J'ai insisté, sa mère a insisté, et enfin, Eric a craqué. Il s'est penché vers sa mère, il s'est rapproché d'elle et il lui a chuchoté quelque chose. Puis il m'a regardé. Je lui ai tiré dessus. Je lui ai tiré dessus. Tu es descendu de voiture, puis tu t'es précipité vers l'autre voiture, à l'avant, et tu as interpellé le conducteur, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et quand tu t'es approché de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai shooté. Tu as tiré? Quand je m'en suis pris à lui, il n'avait pas l'air d'avoir peur. L'inspecteur Zellner tente d'obtenir le plus d'informations possible. Qui était l'autre tireur, Eric? Ne me dis pas que tu sais pas. C'était qui? Dylan. C'était Dylan, l'autre tireur? Il a fini par me livrer les noms des autres suspects. Dylan McFarlane et Wayne Williams. Bien, tu es inculpé de 2 chefs d'accusation pour meurtre avec préméditation. D'accord? Et de braquage à main armée en plus. Eric Ellington a donc été arrêté pour le double meurtre, puis conduit dans un centre de détention pour mineurs, en attendant d'être entendu par le juge. Je ne pouvais pas justifier d'arrestation sur la seule base des déclarations d'Eric. Il me fallait plus de preuves concrètes pour établir la présence sur place de Wayne Williams et de Dylan McFarlane. J'ai eu accès aux factures détaillées de leurs portables, à leurs journaux et aux relevés d'appels, à leurs messages.
Les portables de Dylan McFarlane et de Wayne Williams ont borné à plusieurs antennes relais pendant leur déplacement dans Miami Gardens et le comté de Miami-Dade. Ils étaient bien sur les lieux du double meurtre et des braquages à l'heure des crimes. Dylan McFarlane et Wayne Williams sont arrêtés. Un simple braquage ne leur suffisait pas. Ils voulaient terroriser leurs victimes. Mais ça ne leur a pas suffi non plus. Ils ont fini par ôter la vie à deux jeunes gens formidables qui n'avaient rien demandé. Et c'est là, et seulement là, que leur folie meurtrière a été étanchée. Désormais, les enquêteurs peuvent reconstituer le déroulement de la nuit après l'attaque des Rivas. Ils allaient dépasser la station-service quand ils ont aperçu la belle Mustang blanche toute rutilante qui faisait le plein. Ils ont eu envie de cette voiture. Il leur fallait cette voiture. Quand ils ont abordé leur victime, Julian n'a pas eu l'air assez impressionné, alors Eric Ellington a décidé de lui tirer dessus. Moi, je pense que c'était Eric qui était censé prendre le volant de la belle voiture. Mais quand il a regardé à l'intérieur, il s'est rendu compte que ce n'était pas une automatique. Il ne savait pas conduire une manuelle. Il ne savait pas se servir d'un levier de vitesse. C'est quand il s'est rendu compte que la voiture avait une boîte manuelle qu'il s'est replié vers sa seule voie de sortie, le SUV vert. On a compris quand on a su de quel type de voiture il s'agissait. Ce n'était pas n'importe quelle voiture. Déjà, grand comme il était, Julian Soler avait dû reculer le siège conducteur au maximum. Du coup, il fallait faire au moins 1,85 m pour pouvoir conduire, pour toucher les pédales. De nos jours, les jeunes ne savent plus conduire de voitures qui ne soient pas automatiques. En tout cas, il est clair qu'Ellington n'en était pas capable. Si tant est qu'il eût été capable de conduire, ils n'ont pas pu partir avec la voiture parce qu'ils ne savaient pas la conduire. Vient alors pour Janine et Jackie la douloureuse épreuve du procès. Il a fallu qu'on assiste à tout et qu'on écoute tout en détail pour être sûr que personne n'oublie rien et qu'on puisse aboutir à une condamnation. Le moment le plus pénible de tout le procès, ça a été l'intervention du médecin légiste. C'était vraiment le pire, parce que j'ai dû entendre point par point le nombre de balles qu'a reçu mon fils et leur trajectoire. On a dû endurer 2 procès. J'ai assisté à tout. Il a fallu que je reste stoïque et forte émotionnellement en entendant la plaidoirie de l'avocat de la défense. Je devais me contenir. J'ai tout fait pour garder mon calme et écouter sagement, tout en étant un soutien pour les proches. Eric Ellington sera reconnu coupable des meurtres de Julian Soler et Kenya Duran et condamné à la prison à perpétuité assorti de 50 ans supplémentaires. Il sera également condamné à 50 ans de prison pour vol de voiture. Dylan McFarlane est condamné à la perpétuité pour 2 chefs d'accusation d'assassinat ainsi que pour vol de voiture. Wayne Williams plaide coupable de vol à main armée. Il sera condamné à 17 ans de prison. Il m'arrive encore régulièrement de penser à cette affaire quand je passe devant la station-service, par exemple. Je ne me sers toujours pas à cette pompe et je ne me gare même pas dans cette allée.
Je repense souvent à eux, même si ça fait plus de 11 ans maintenant. Je me souviens encore de ce jour. Je pense que la justice a été rendue aux familles. Bien sûr, ça ne leur a pas ramené leurs proches. Le traumatisme ne s'effacera jamais, leurs vies sont bouleversées pour toujours. Mais je pense qu'on a fait notre maximum. Nous avons obtenu des verdicts justes. 3 jeunes criminels ont été envoyés en prison. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont fait ça. Pour moi, ils sont le mal incarné. Je garde en mémoire le sourire et les câlins de ma fille. Elle était très câlin. C'est ce que je garde d'elle et... Je vous dis, elle avait une bonne humeur communicative. Vraiment. Et elle était très impliquée dans tout ce qu'elle faisait. Le pire de tout, c'est que son fils doive continuer à vivre sans sa mère à ses côtés. Il y avait un amour tellement pur entre eux. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans ce drame. Il a fallu que je voie les choses autrement. Au lieu de me dire qu'il ne pourrait plus vivre ses rêves, qu'il n'aurait pas la vie dont il rêvait, qu'il ne pourrait pas fonder sa famille, je me dis que je l'ai eu pendant 23 ans. Je me répète que j'ai eu la chance de pouvoir l'élever et l'aimer et être fière de ce qu'il était.